Nous allons continuer notre matinée par une intervention donc de Damien Leguet et Rosaine Lebert. Vous voyez, comme dirait quelqu'un, pas des perdreaux de l'année, des personnes qui ont une expérience, donc philosophes, éthiciens, conférenciers, maîtres de conférences, auteurs de nombreux livres, et Rosaine, docteur en philosophie, maîtresse de conférences au Centre éthique médical à l'Institut catholique de Lille. Je vais vous demander de monter. Et vous allez nous faire un duo de choc autour de l'invisibilité du deuil chez la personne âgée. Une question éthique. L'éthique est au cœur de l'accompagnement, on le sait. On se doit, nous, en tant qu'accompagnants, bénévoles, professionnels, de mettre ça au cœur de nos accompagnements. L'éthique. Nous signons une charte. On sait jamais. Nous nous engageons à avoir cette démarche dans nos professions, dans notre bénévolat, dans l'accompagnement des endeuillés également. C'est un point éminemment présent. Je vous laisse, Rosaine et Damien, philosopher autour de ce que vous pensez de cette invisibilité du deuil chez la personne âgée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Hop. Alors, merci beaucoup pour cette invitation et pour cette très belle journée très riche. Alors, nous, on a eu la lourde tâche, pas très lourde finalement, mais de discuter ensemble entre philosophes autour de la thématique de, je vous lis, l'invisibilité du deuil chez la personne âgée, une question éthique. Il aurait fallu enregistrer nos discussions qui étaient très intéressantes. On se dit, comment on va faire pour philosopher devant vous, qu'est-ce qu'on va vous raconter ? Et puis on a trouvé des choses à raconter. Du coup, on va essayer de respecter le temps. On s'est dit d'abord donc voilà, chacun exposer un petit peu nos propos, nos réflexions, et puis ensuite de pouvoir discuter ensemble et discuter avec vous également autour de ce glissement, on va dire, vers la question éthique, puisqu'effectivement toute la matinée on a entendu beaucoup de réflexions autour de la compréhension de l'expérience du deuil chez la personne âgée dans différents contextes, essayer de soulever un petit peu les différents enjeux de ces vécus qui sont très riches et autour desquels on aurait pu entendre beaucoup plus. Et on va glisser, nous, tranquillement vers la question de l'éthique, qui n'est jamais bien loin des questions de compréhension du vécu des personnes, puisque la réflexion éthique, je ne rentrerai pas dans des grandes définitions, mais la réflexion éthique, c'est ce qui va permettre de peut-être déterminer des lignes d'action, dont il sera question typiquement cet après-midi, sur finalement comment accompagner. À partir d'un constat de situation extrêmement difficile, complexe et surtout impossible à standardiser. Je pense que moi, c'est aussi ce que j'ai retenu ce matin, de bien rappeler la singularité du vécu du deuil et du vécu du deuil chez la personne âgée. Dans ces différents contextes, comment quand même agir et peut-être essayer de prévenir, puisque la journée était également sous le signe de la prévention. Pour ma part, donc, comme Laurence le disait, donc, je suis docteur en philosophie. Je travaille au Centre d'éthique médicale qui a notamment pour mission, alors non seulement voilà, de travailler des questions relatives à l'éthique médicale, au sujet qui en partie ici qui nous occupe, et puis de faire de l'intervention en éthique, donc d'aller dans les établissements de santé ou du médico-social, parfois également à domicile, pour accompagner les professionnels face aux questions éthiques qu'ils rencontrent. Et là, pour le coup, on est amené à la fois à essayer de comprendre les enjeux, d'écouter les histoires de vie, dont il était aussi question tout à l'heure, d'écouter les histoires, d'écouter les parcours, d'écouter les discours des personnes, qu'il s'agisse des personnes âgées quand on va en EHPAD par exemple, ou des professionnels de santé, d'écouter également les bénévoles, et puis d'essayer d'apporter des pistes. Alors je ne dis pas bien sûr des réponses, on n'apporte pas forcément beaucoup de réponses, ça peut être un peu frustrant, mais on apporte surtout des pistes de réflexion et essayer d'identifier avec les différentes personnes engagées des
pistes d'amélioration des pratiques, comme on dit, ou d'essayer d'identifier peut-être des espoirs pour pouvoir trouver des pistes d'accompagnement. C'est un petit peu alimenté de toutes ces réflexions-là, de ces expériences d'accompagnement en éthique que je vous proposerai aujourd'hui 2 points qui m'interpellent particulièrement autour de ce sujet de l'invisibilité du deuil chez les personnes âgées. 2 points qui ont particulièrement attiré mon attention donc, à partir de ces expériences d'accompagnement en éthique. Des expériences d'accompagnement en éthique que j'ai pu mener donc, dans différents EHPAD, mais également à domicile, à partir de l'expérience des dispositifs d'appui à la coordination, donc des DAC, qui permettent de travailler au maintien à domicile des personnes âgées et qui recueillent là aussi beaucoup d'expériences de vie, d'expériences parfois de deuil donc des personnes. 2 points. Le premier point sera celui du sujet de l'invisible. Vous savez qu'en philosophie, on passe beaucoup de temps à se questionner sur les termes qu'on utilise. On peut parfois être un peu pénible, entre guillemets, à titiller le sens des mots, et notamment dans ce sujet de l'invisibilité du deuil. Voilà, moi je vais essayer de vous montrer en quoi ce terme recèle une forme de paradoxe. Et puis le deuxième point d'attention qui sera celui des lieux du deuil. J'ai parlé de l'EHPAD, on a parlé de différents contextes, de différents lieux. Donc voilà, ça sera l'ouverture, on va dire, de mon petit propos. Tout d'abord, donc la question de l'invisible. En effet, moi, ce titre même de l'invisibilité du deuil chez la personne âgée me questionne, dans le sens où, si on s'intéresse à la question du deuil, avant même de caractériser la population dont on va s'occuper, la question du deuil nous confronte à l'invisible, nous confronte au manque, à l'absence, à celui ou celle qu'on ne voit plus. Par définition, le deuil est invisible. Là où on va s'interroger davantage, c'est dans quelle mesure ce deuil déjà lui-même invisible est invisibilisé et rendu peut-être d'autant plus compliqué à énoncer, à parler. On a parlé aussi du rôle de la parole et de la notion de reconnaissance. Le deuil donc, nous confronte à la question de l'invisible en tant qu'il signale un rapport à la perte. Quand on parle de deuil, on parle, je vous disais, d'absence, de disparition, parfois d'effacement, avec parfois certaines personnes en deuil qui ont peur d'oublier leurs proches disparus, et cette mémoire qui se délite et qui risque parfois d'emporter aussi les souvenirs de nos proches disparus. Je précise que, pour ma part, je parle du deuil pour qualifier la réaction à la mort d'un être proche. Donc je signale bien la différence entre le deuil qui caractérise le sujet de la mort, en lien, bien sûr, et on l'a dit aussi ce matin, avec des pertes. C'est ce deuil qui peut faire écho à des pertes dans la vie. Lorsque l'autre disparaît, la question peut se poser de ce que ou de qui j'ai perdu. C'est bien quelque chose que souligne déjà Sigmund Freud dans Deuil et mélancolie, ce que j'ai perdu quand j'ai perdu l'autre. Est-ce que quand je pleure la mort de l'autre, est-ce que je pleure l'absence de l'autre en tant qu'autre, ou est-ce que je pleure la personne que j'étais lorsque j'étais avec cette personne ? Est-ce que je pleure les temps que nous passions ensemble ? Est-ce que je pleure les temps où j'étais cette personne et que je ne suis plus en l'absence de mon proche ? Qu'ai-je perdu de moi-même en perdant l'autre ? En écho du deuil comme étant relié à la mort peut se vivre en écho le rapport à la perte, ou plutôt aux pertes dans la vie. Et c'est, on l'a bien entendu ce matin aussi, ces échos dont on parle quand on parle de la perte des relations, de l'isolement, le rapport à la santé, la perte du travail, des activités sociales et effectivement de l'animal de compagnie. La mort de l'autre proche confronte à la nécessité de s'inscrire dans le monde présent tout en étant habité par le manque. L'absence devient alors très présente. Je pense également à ces témoignages de personnes endeuillées qui vont
oublier, entre guillemets, temporairement la mort de leurs proches en mettant la table, en oubliant, en se levant le matin, que le proche est décédé. Voilà, cette absence qui devient extrêmement présente. Peut-on dire que la vie de la personne âgée endeuillée est une vie habitée de fantômes ? J'aime bien cette thématique de fantômes parce qu'elle nous ouvre aussi à la question de l'imaginaire et à la façon de percevoir un monde autrement. Je pense par exemple, il y a quelques années, au moment du Covid, on avait réalisé un travail de recherche sur le vécu du deuil en contexte de pandémie dans les EHPAD. On avait été à la rencontre de résidents, de soignants et de proches et essayer de comprendre un petit peu leur vécu. Et je me rappellerai toujours de cette dame que j'avais été voir dans un EHPAD qui m'avait expliqué, un peu en écho aux propos de la bénévole de ce matin, que finalement, pour elle, la mort des autres résidents, ça ne lui importait pas tant que ça, dans le sens où elle me disait, mais moi, vous voyez, je suis entourée de vieux, j'en ai marre d'être entourée de vieux. Moi, ce à quoi je pense toute la journée, c'est la mort de mon fils. Elle avait perdu un de ses enfants pendant la période en 2020, donc pendant la période du Covid. Et elle me parlait de son fils. Et ce qui était très marquant, c'était l'espace dans lequel elle se trouvait. Donc on était dans une petite chambre d'EHPAD. Et elle était face à la porte. Il y avait la porte de ce côté-là. Il y avait un mur. Elle était contre le mur. Sur le mur, il y avait plein de photos de son fils. Et elle me disait, moi, je me mets là parce que la dernière fois que mon fils est venu, il est passé par cette porte. Et elle voulait garder la mémoire, cette dernière image de son fils. Donc voilà, pour moi, ça recèle de cette idée de fantôme. Un fantôme qui lui faisait du bien, le fait de penser à son fils et de pouvoir encore en parler. Le sujet du deuil est un sujet peut-être invisible en soi. Et là se pose effectivement une question éthique, que faire, que dire lorsqu'il est invisibilisé, lorsqu'il est peut-être banalisé. Quelque chose que j'ai pu entendre parfois en expliquant plutôt à mon entourage que je mène ces interventions donc en éthique en EHPAD, c'est finalement peut-être que c'est plus facile à vivre, peut-être qu'un deuil est plus facile à vivre lorsqu'on est âgé, puisqu'on en a traversé davantage. L'évidence de l'avancée en âge, et puis également ce fameux ordre des choses qui expliquerait que, voilà, encore une fois, peut-être que c'est plus facile. Face au risque de banalisation et de redoubler cette invisibilité, je ferai peut-être ressortir deux formes de silence. Le silence du recueillement, qui est le lieu du souvenir et du travail de la mémoire, regarder des photos, pouvoir continuer à invoquer cette image. Et puis le silence de l'interdit, de la parole muselée qui fait le lit du trauma, quand on ne peut plus parler et quand on s'empêche de parler pour ne pas réveiller ces paroles peut-être un petit peu banales, du type, on en a entendu là aussi parler ce matin, c'est dans l'ordre des choses, ça arrive, c'est déjà pas mal d'avoir vécu jusque-là. Pour moi, des fantômes, on passe à l'interdit de parole, au déni du vécu de l'autre. Les silences deviennent alors des interdits, l'ordre de se taire, aussi arbitraire que cruel, car tenant davantage au maintien du préjugé qu'au silence solennel qui peut être le lieu du souvenir. Ainsi, si chaque relation est singulière, chaque deuil l'est aussi, c'est ce que Derrida nomme l'originalité du deuil. J'irai très vite sur les lieux de mémoire pour laisser la parole à Damien, puisque j'ai déjà explosé un peu mon temps, qui est sur la question des fantômes. Je trouve que finalement, parler de fantômes, ça peut être un peu rassurant dans certains contextes. Alors ça effraie parfois un certain nombre des expériences vécues, un certain nombre de médecins quand dans certains services ou certains EHPAD commencent à évoquer des histoires paranormales, fameuses mouches dans les services de soins palliatifs ou les chambres qui ne sont plus utilisées parce que ça sonne de façon inexpliquée. Moi, je trouve que ça peut être un peu rassurant de parler de ces fantômes. Pourquoi c'est un peu rassurant ? Parce que ça nous rappelle que les espaces dans lesquels nous vivons sont des espaces habités. Ces deuils ont rapport au lieu et rapport au corps. Les lieux, notamment les EHPAD, sont des lieux qui sont habités.
par les deuils. Pour les personnes âgées vivant à leur domicile, les lieux de vie sont bien souvent des lieux qui ont vu des deuils, ou des pertes, la maison dont les enfants sont partis, qui ont vu la perte d'un conjoint. Et puis en EHPAD, c'est le souvenir de la maison, des lieux dans lesquels se vivait la vie quotidienne. Le manque se vit donc dans des lieux, mais s'inscrit dans les corps. Le manque, c'est aussi le souvenir de l'odeur, du contact de la peau. Avec l'avancée en âge, c'est aussi la trace que les autres corps ont laissée sur le corps. Perdre son conjoint sont également les corps marqués par les grossesses, par les épreuves, les maladies traversées ensemble. L'entrée en EHPAD peut alors être le moment du souvenir des lieux perdus. Une question éthique qui se pose en EHPAD peut être celle d'organiser des formes de vie individuelles dans l'espace de la chambre et collectives, faire comme à la maison. Est-ce que c'est possible ? On rappelle que le parcours de l'entrée en EHPAD, si on ne peut pas forcément le standardiser, est souvent celui d'une chute, d'une hospitalisation, d'une institutionnalisation et qui parfois se traduit par la vente de la maison pour pouvoir financer le maintien en EHPAD. Dans ce contexte-là, comme à la maison, invoque les lieux perdus afin de pouvoir investir ce nouveau lieu. Les EHPAD sont des lieux habités par le deuil pour les soignants également. Et je voulais terminer sur le fait que ces lieux habités sont des lieux pour les résidents, mais également pour les soignants qui passent énormément de temps dans ces EHPAD, qui eux aussi c'est un peu leur deuxième maison. Et que finalement, dans ces contextes-là, dans ces maisons, on retrouve là aussi des partages de paroles, des partages de souvenirs et peut-être des pertes en écho. Les EHPAD donc, sont des lieux habités par le deuil pour les soignants également. Dans une intervention en éthique récemment, un groupe de soignants nous interpellait sur la perte d'un résident, le décès d'un résident, pour lequel un autre résident va prendre la place très rapidement. En se posant d'ailleurs la question du délai, du temps minimum entre ce décès et l'arrivée de ce nouveau résident. Ces soignants nous interpellaient sur justement cette difficulté à remplacer, entre guillemets, ce résident, cette résidente, qui était peut-être effectivement le pilier ou un des piliers de l'EHPAD, en tout cas une personne avec laquelle un lien particulier s'était créé et pour laquelle il semblait presque inenvisageable de pouvoir la remplacer. Et certains soignants attestaient du fait que telle ou telle chambre restait la chambre de monsieur ou madame machin, même quand il y avait un nouveau résident. Il ne s'agit absolument pas de dire que ces nouveaux résidents ne sont pas bien accueillis, mais portent des lieux qui portent la mémoire de ces personnes. C'est souvent une question éthique douloureuse pour les équipes entre le résident avec qui on avait tissé des liens forts et l'arrivée d'un nouveau. Comment investir cette nouvelle relation tout en perpétuant la mémoire de ce résident important ? Et puis, quid du souvenir de ces résidents qui hantent les mémoires, mais parfois les couloirs de l'EHPAD. Et c'est en cela que, pour moi, il me semble que parler de ces fantômes peut être aussi un lieu de mémoire collective. Il y a donc la nécessité d'en parler, de faire émerger des paroles, pas toujours pour trouver une solution, mais davantage pour imaginer des lieux de mémoire. Je terminerai en plaidant, et ça sera sans doute quelque chose qui sera discuté cet après-midi, mais je terminerai en plaidant pour identifier des lieux de parole, des espaces de parole, pour prévenir les moments où les fantômes risquent de devenir des paroles interdites, signe d'un déni collectif, le moment où il devient impossible de parler et de reconnaître le vécu du deuil de la personne âgée dans son originalité, le moment où il devient impossible également de parler du vécu de ceux et celles qui prennent soin des personnes âgées et qui accompagnent au quotidien ces vies, ces corps marqués par les deuils dans des lieux habités. Je vous remercie. Et en écho, nous avons donc Damien qui va nous apporter son regard. Voilà, un grand regard. Voilà. Merci beaucoup. Je vais mettre ma montre parce qu'on ne sait jamais. Je sais que vous avez faim.
Donc plusieurs choses. La première, c'est que je voudrais continuer et être dans la continuité de ce que Rosen vient de dire sur la question de la visibilité, de l'invisible et de l'invisibilité. Voilà. Il y a quelque chose qui est invisibilisé et qu'il importe de mettre en avant. Et c'est vrai que le débat qu'on a eu depuis ce matin, les témoignages qu'on a eu depuis ce matin, ce qui a été dit depuis ce matin, met en avant trois invisibilisés, trois débats ou trois sujets invisibilisés. Le deuil qui ne se voit pas, la santé mentale, quand elle est perturbée, qui ne se voit pas, et puis les personnes âgées. Et donc, la question du fantôme, de ce qu'on voit sans voir, de ce qui est là sans être là, tout en étant là, voilà, cet accompagnement mérite qu'on puisse y réfléchir. Alors, quel est le symptôme de cette difficulté depuis ce matin ? Il y a un chiffre que je veux quand même donner, qui a été plus ou moins donné, c'est qu'en France, à peu près 3000 personnes de plus de 65 ans se suicident. Ça représente à peu près un tiers des suicides en France. On est le champion d'Europe des suicides, d'une part, et des suicides des personnes âgées. Voilà. Ça, c'est le symptôme. C'est ce qui mérite qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, attendre qu'une réponse puisse être, d'une façon ou d'une autre, formulée. Bon. Alors, quand on dit ça, on dit effectivement qu'il y a quelque chose qui est dans la situation que nous connaissons, que nous avons examinée depuis ce matin, et qui est de l'ordre de quoi ? De l'absence, de la présence fantomatique, de la dépression. Et quand on dit dépression, on dit quoi ? On dit un vide, on dit une forme de contraction en soi, on dit un sentiment d'inutilité, on dit une coupure entre le monde et la personne, entre cette personne et sa tristesse, entre sa tristesse et la capacité qu'elle a à pouvoir aller de l'avant. Donc, on voit bien qu'il y a là des cumuls, c'est ce que Rosen a dit juste avant, des cumuls de deuil impossibles et inacceptables. Un deuil, c'est quoi ? Un deuil, c'est quelque chose qui fait défaut, qui a fait défaut, qui réclame une présence qu'on ne peut pas, d'une façon ou d'une autre, surmonter. Donc il y a bien le deuil des personnes qui sont disparues, le deuil de soi-même, le deuil du temps où on était en bonne forme, le deuil de sa mémoire, le deuil de son corps en bonne santé, le deuil de sa maison, le deuil. Les deuils cumulés et cumulatifs qui sont là en nous, dans la personne âgée, comme autant de présences fantomatiques qui réclament quelque chose et réclament tellement qu'elle peut venir effectivement perturber la santé mentale de la dite personne. Voilà. Et donc, il faut comprendre ce deuil, ou ces deuils, ou ce sentiment d'être endeuillé, comme une rupture inacceptable. La rupture, elle est par définition inacceptable. Mais comment est-ce qu'on fait la cicatrisation, comme on en a parlé ce matin, comment on surmonte cette rupture impossible mais nécessaire? Comment est-ce qu'on se réconcilie avec ces vides, ces absences, ces fragilités? Voilà. Donc le deuil, c'est bien à la fois ce qui fait défaut, défaillance en soi, rupture en soi, et en même temps, ce qui suppose d'être d'une façon ou d'une autre surmonté, accepté, ressorti d'une façon ou d'une autre pour pouvoir être encore vivant. Voilà. Les morts nous réclament, les morts ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux, mais eux ont besoin de nous et nous demandent une attention particulière que nous pouvons, d'une façon ou d'une autre, essayer de leur donner. Voilà. Donc comment se recoudre, se recicatriser, recoudre cette mémoire défaillante. Et plus le temps passe, plus les deuils s'accumulent et plus la capacité des personnes âgées de pouvoir digérer ce deuil-là fait défaut. Il y a donc avec l'âge une forme d'engorgement des deuils, de saturation des effets dépressifs liés au deuil. Et donc, évidemment, forcément, la question qui a été abordée ce matin, c'est quel type d'antidote pouvoir donner. Alors, très rapidement, parce qu'on en a parlé ce matin, mais on voit bien qu'il y en a trois. À la fois la présence des autres. Les autres sont ces éléments indispensables permettant à la personne âgée d'exister. On l'a bien vu au moment du Covid, à partir du moment où on empêche la personne âgée de pouvoir communiquer avec les autres, les personnes du même endroit ou sa famille ou les gens à l'extérieur, quelque chose dans sa raison de vivre
disparaît. Le monde, évidemment, faisons-nous partie, ces personnes âgées font-elles partie du monde? Le monde, c'est quoi? C'est ce que nous partageons ensemble, c'est ce que nous vivons ensemble, cette conscience commune d'être partie prenante d'une même humanité. Est-ce que ces personnes âgées sont reléguées en dehors du monde, en plus, en trop, ou font-elles partie? Évidemment, forcément, tout l'effort portera sur cette réintroduction de la personne âgée dans le monde. Et puis, troisième chose, évidemment, forcément, la parole. C'est-à-dire, ça a été dit ce matin, Valéria Milewski est ici, donc elle pourra nous en parler plus que d'autres. Comment redonner la parole à celles des personnes qui sont soit en fin de vie, soit en bout de course, soit dans des situations de deuil, de façon à leur redonner cette identité narrative dont parlait Paul Ricoeur, parce que nous sommes effectivement parole. Nous sommes avant tout parole, lien les uns avec les autres par la parole. Voilà. Tout ça, d'une façon ou d'une autre, nous le savons. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un risque systémique quand on fragilise ces trois éléments-là. C'est-à-dire les autres, oui, mais comment? Où? De quelle façon? Où est-ce que la personne âgée est capable de la rencontrer? Est-ce qu'on fait tout pour favoriser cette communauté des uns avec les autres? Ou est-ce qu'il y a, évidemment il y a, une forme de ségrégation d'âge, d'apartheid générationnel, les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre, les actifs, les inactifs, ceux qui sont utiles et ceux qui sont jugés pour partie inutiles. Donc il y a bien là quelque chose qui remet en cause. Deuxième chose, évidemment, on le voit, cette question de l'autre, c'est bien aussi la question qui est le débat qui ne se dit pas mais qui est là, qui est la question du coût de la ressource. On voit bien que la question financière, combien ça coûte, combien ça nous coûte trop. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas ou qu'est-ce que les pouvoirs publics ne font pas pour, d'une façon ou d'une autre, considérer que là, il y a une prise en charge qui est ô combien indispensable. Deuxième chose, le monde, évidemment le monde. Est-ce que nous sommes dedans ou dehors? Est-ce que la personne âgée est dehors? Elle est pour partie dehors, pour partie rejetée, pour partie mis un peu au rebut comme des objets qui ont servi et qui, d'une façon ou d'une autre, ne servent plus. Et Arendt nous le dit bien, la conscience d'appartenir à un monde commun est la condition sine qua non de notre humanité telle qu'elle est. Et puis, évidemment, forcément, là aussi, comment se raconter, tout est fait pour que cette parole-là soit supprimée, soit mise de côté, soit considérée comme du radotage, soit jamais sollicitée. On l'a vu ce matin, et effectivement, ces trois éléments-là sont autant d'éléments du deuil ou des deuils cumulatifs. Alors, on voit bien qu'il y a quatre éléments d'accompagnement à mettre en avant. C'est ce qu'on verra cet après-midi, c'est ce qu'on a vu ce matin. La question de la souffrance. Le corps souffre, le corps est souffrant, le corps réclame des soins, évidemment, forcément, mais est-ce que la médecine, est-ce que la prise en charge de la personne âgée se réduit à cette gestion d'un corps souffrant, de la souffrance du corps, de la maladie dans le corps? Est-ce que la personne âgée se réduit à simplement être ce corps médicalisé, souffrant, biologique, qui n'est que le seul corps qu'il importe d'envisager? Cette question de la souffrance, elle est ô combien indispensable. Deuxièmement, l'isolement, évidemment, forcément. Tout est fait pour renforcer cet isolement. Et on voit bien, on le sait bien, il y a une forme de séparation, de séparatisme, de mise à côté. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui suppose, c'est ce que Tanguy pour partie a dit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme, si vous voulez, cet isolement en solitude. La solitude, c'est le sentiment d'appartenir au monde, de ne pas être seul, tout en étant pour partie séparé. Et comment est-ce qu'on redonne une capacité à pouvoir refaire partie du monde commun? Troisième point, évidemment, forcément, la question de la dépendance. Dépendance à quoi? Dépendance à qui? Et sentiment de lutter, nécessité de lutter contre cette impression d'être de trop en trop. Et puis, dernier point, l'angoisse de mort, l'angoisse qui submerge, l'angoisse de tout ce qui n'a pas été fait, de tout ce qui aurait pu être fait, de tout ce qui ne peut pas être dit, de tout ce qui nous sépare la personne âgée des uns et des autres. Donc tous ces éléments-là s'ajoutent les uns aux autres. Alors on peut mettre en avant, et on a tout à fait raison de le faire,
l'importance du regard, de la dignité invisible, de ce qui, d'une façon ou d'une autre, permet de réintégrer. Mais je voudrais insister, parce que ça a déjà été dit, sur un point qui me paraît essentiel. Je voudrais faire 2 parties maintenant. Un, sur le constat, et j'irai vite, mais qui est important aussi, sur le constat et sur ce que le statut de la personne âgée laisse à penser sur comment nous la considérons. Il y a un rapport du CCNE de 2018 qui s'appelle « Enjeux éthiques du vieillissement », qui est absolument essentiel, et qui dit qu'effectivement, tout est fait pour prolonger, accompagner, dans le mauvais sens, toutes les difficultés, ne pas mettre les antidotes là où il importe de les mettre, et de prolonger tous ces sentiments que nous avons décrits de la personne âgée qui se sent de trop, ne parle pas, n'a pas la parole, est considérée comme un corps, une maladie, et non pas comme une personne humaine. Bref, tout cela, c'est ce que ce dit rapport pointe du doigt et dénonce. Et tout cela, c'est ce qu'ils appellent un syndrome dépressif réactionnel. Il y a quelque chose qui s'accumule, vous voyez, les deuils s'accumulent, les symptômes s'accumulent les uns les autres et donnent à ces personnes âgées un sentiment, pour reprendre ce que dit le psychiatre Jean Maisondieu, d'une souffrance existentielle des personnes âgées. Voilà. Quand on dit souffrance existentielle, on dit bien ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est séparé les uns des autres de façon à considérer que tous ces éléments-là peuvent être pris en compte. Oui, certes, mais l'essentiel, c'est bien ce sentiment d'une souffrance existentielle de la personne âgée. D'où ce que nous avons dit sur les taux de suicide, d'où cette particularité en France d'un taux de suicide qui est plus important que partout ailleurs. Et quelque chose montre bien, dans ce rapport en particulier, qu'il y a un lien entre ce taux de suicide, entre la dépression, la vieillesse, le fait d'être séparé dans des EHPAD ou autres éléments, qui fait que tout ça s'accumule pour effectivement faire perdre ce sentiment d'existence, ce sentiment d'être nécessaire, d'être indispensable, d'être partie prenante les uns avec les autres. Et donc, la solitude, on peut en parler. Les personnes âgées, les 5 millions, plus les 2 millions de personnes âgées qui sont séparées, on peut en parler. Bref. Mais ce que le rapport du CCNE indique de façon très claire, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une souffrance qui fait que, et je cite le rapport du CCNE, que la personne âgée se sent devenir un poids. Un poids pour son entourage, un poids, c'est-à-dire qu'elle perd, et je cite toujours ce que dit le rapport du CCNE, une perte de légitimité. Vous voyez, une perte de légitimité. Voilà. Et là, cette souffrance existentielle fait que la personne âgée se considère comme quoi ? Comme un poids, qu'elle a une culpabilité, c'est-à-dire qu'elle est déjà de trop, donc elle est toujours à la charge, donc elle fait en sorte que quelque chose, d'une façon ou d'une autre, puisse être atténué dans la culpabilité qui est la sienne d'être toujours là, et donc une perte de légitimité. Quand on dit tout cela, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que la dénégation collective du vieillissement, je reprends les termes du CCNE, renforce ces travers-là. Que, toujours le rapport du CCNE, l'absence de prise de conscience des personnes âgées dans ce qu'elles demandent, de ce dont elles ont besoin pour exister, fait que tout cela renforce ce côté dépressif et dépression des personnes âgées. Merci. Merci Damien. Alors, ce qui était prévu, c'était du coup une petite réaction de Rosen par rapport à cela. Et qu'est-ce que du coup, en quelques minutes, quelques secondes, tu pourrais répondre à ce que vient de nous démontrer Damien et ce que tu retiens et qu'est-ce qui t'interpelle finalement? Merci Laurence pour ce beau défi. N'est-ce pas? Juste avant de manger, là où tout le monde a faim. Oui. Et en terminant effectivement par des questions aussi interpellantes et à la fois profondes et interpellantes, c'est-à-dire que voilà, on est parti de sujets très intimes sur le rapport au deuil de la personne âgée. Moi, je vous ai parlé de l'invisible, de ces fantômes qui nous habitent, et puis on est parti vers des questions plus sociales, politiques, qui sont tout aussi fondamentales et qui ont un impact sur nos vies intimes. Et du coup, c'est peut-être sur cette
cet aspect-là, que je voulais un petit peu revenir sur. Voilà, tu disais comment ne pas presque encourager ou rendre légitime, acceptable entre guillemets, hein, ce sentiment d'être un fardeau, d'être inutile, etc. Voilà, comment il était peut-être possible de pouvoir. J'ai aussi noté le terme d'attention, noter une attention à la personne âgée et peut-être faire résistance, on va dire, par rapport à ces discours sociaux. Voilà, qu'est-ce que tu imagines comme piste là à brûle-pourpoint avant d'aller manger? Tu as 30 secondes avant d'aller manger. Damien. Même Vas-y. 10 hein, c'est pas plus. On se dépêche. Non, ça me permettra de rebondir sur ce que tu disais. C'est-à-dire, tu parlais de fantômes. Qu'est-ce qu'on fait face aux fantômes? Il y a deux choses. Les hommes préhistoriques, qu'est-ce qu'ils faisaient face aux fantômes, face aux bêtes fauves qui traînaient? Ils faisaient du feu. Ils faisaient quelque chose pour les chasser. Et tout le monde sait que les fantômes, il y a les bons fantômes, ceux qui sont positifs. Il se trouve que j'ai fait un livre sur ça, la présence des morts dans la vie des personnes. Voilà. On a interrogé un certain nombre de personnes. Il y a les bons fantômes qui vous aident, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous encourager. Et puis il y a les mauvais. Les mauvais qui, d'une façon ou d'une autre, sont là pour vous inciter soit à la rancœur, soit à la destruction de soi, soit au ressentiment qui se prolonge. Voilà. Et il me semble que là, il y a quelque chose, c'est pour ça que je rebondis par rapport à ce que tu disais sur les fantômes, il me semble que se profile à l'horizon l'idée qu'il faut éteindre le feu, socialement il faut éteindre le feu, d'une part, et que deuxièmement, l'idée de chasser les mauvais fantômes au profit des bons n'est plus à l'ordre du jour. Voilà. Et que ça, c'est vraiment ce qui nous a tenus tous les uns à l'égard des autres. Pour reprendre ce qu'on disait aussi au début, c'est que comment est-ce que l'humanité est née? Edgar Morin, qui est immortel maintenant presque, enfin au point il en est, nous dit bien, il y a quelque chose qui suppose qu'il y a 100 000 ans, quand on a enterré le premier mort, on a fait quoi? On a fait de la mémoire, de l'art, de la religion, du lien, de la résilience, voilà, tout ça. Eh bien, on peut se demander si tout ça, la mémoire légitime, les fantômes positifs qu'il faut représenter parce qu'ils sont là, ils sont toujours là, et que même s'ils ne sont plus là, ils sont toujours là dans notre cœur et dans notre mémoire, si tout ça n'est pas en train de prendre fin au regard de cet impératif, de cette exigence, de ce culte des mauvais fantômes au détriment des bons, et que tout ce que tu as dit sur l'attention, tout ce qui a été dit depuis ce matin, je ne sais pas si ça relève un peu du préhistorique, de l'archaïque, des vœux pieux que les philosophes et les éthiciens peuvent faire, mais qui ne résistent pas aux nécessités économiques, aux nécessités sociétales et à l'impératif de soi-même se considérer à un moment donné comme de trop. C'est pour ça que je trouve les fantômes, ça peut être un bon signe. Parce qu'on continue à en parler. Alors après, peut-être que par rapport à ces enjeux contextuels, économiques, politiques, etc., les fantômes, malgré tout, ils résistent quand même. On peut faire tout ce qu'on veut pour les chasser, etc. Ils restent quand même un petit peu là. Alors, bon, on va essayer de croire aux bons fantômes. Mais peut-être même les mauvais fantômes, il faut en parler aussi. Voilà, c'est important de trouver, effectivement, on terminera là-dessus, sur cette question de la mémoire, et de garder des lieux, des espaces pour cette mémoire, ou des paroles, hein, on parlait aussi de la biographie, voilà, cette place de la parole sous ses multiples formes qui permettent de garder trace. Et c'est peut-être là, effectivement, ce que disait aussi Tanguy Châtel, hein, sur le fait que c'est notre rôle, pour le coup, là où on va chercher souvent les institutions, là c'est notre responsabilité collective.